Le journal sur la télévision nationale, bonsoir à tous et voici les titres. Une délégation du groupe de la Banque islamique est en humeur à Conakry. C'est dans le cadre de la programmation de la stratégie de partenariat des pays membres pour la Guinée alignée sur la période 2024-2025. Et puis, pour clôturer 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, un cadre d'échange a été organisé pour sensibiliser la jeune génération. Un livre a été écrit à propos, c'est l'œuvre d'une jeune autrice qui donne sa participation dans la lutte contre ce fléau. Et enfin, plus de 50 jeunes passionnés du graffiti renforcent leur connaissance sur les techniques de cet art. La formation a pour objectif d'afficher et de renforcer leur créativité. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le pôle financier a été présenté au CNT ce lundi. Le projet de la loi de finances initiale 2025, il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 41 000 milliards de francs guinéens. Le projet budgétaire présenté à l'organe législatif prend en compte le développement socio-économique du pays. Suivons le résumé de cette présentation avec Robert Sidi Tono. C'est par 7 minutes de silence en la mémoire des victimes du récent drame survenu que cette plénière consacrée à la présentation de la politique jeune du budget 2025 a démarré. D'abord, le ministre du Plan et de la coopération internationale a axé son intervention sur les perspectives macroéconomiques internationales et nationales avant de revenir sur les piliers fondamentaux du méga-projet Simandou Vision 2040. Ce projet de loi de finances initiale 2025 correspond à la dernière année de mise en œuvre du programme de référence intérimaire 2022-2025. Il va ainsi fortement contribuer à la réalisation du programme Simandou 2040 à travers l'exécution des projets d'investissement par les financements du budget national de développement et de nos partenaires extérieurs. De son côté, le ministre de l'économie et des finances a insisté sur les efforts de stabilisation macroéconomique et les objectifs budgétaires du pays. Le projet de budget, dans son volet dépenses est estimé à 41 897 milliards de guinéens. Ainsi, en ce qui concerne les dépenses d'investissement, le gouvernement prévoit un budget ambitieux de 14 243 milliards, dont 50% seront couverts par des ressources internes, soit 7 200 milliards. S'agissant de la politique monétaire du pays, le premier vice-gouverneur qui a représenté le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a empêché à éclairer l'opinion des honorables conseillers nationaux des réformes engagées avant d'évoquer les perspectives en 2025. Malgré les dépréciations observées à la fin du mois de septembre 2004, le franc guinéen, notre franc guinéen, a montré une tendance à la stabilité et s'est même apprécié par la suite par rapport au dollar américain et à l'euro. En effet, depuis septembre 2024, le taux de change officiel du dollar a varié en moyenne à 8 568 contre 8 585 à la fin du mois de septembre 2023. Enfin, le ministre du Budget a présenté le contenu du projet de loi de finances initiale 2025. Ce projet s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 41 000 milliards de francs guinéens. Sur cette base, les agrégats budgétaires de 2025 qui en découlent se présentent comme suit. Recettes, nous comptons mobiliser 34 473 milliards de francs guinéens. En recettes propres, 27 000 milliards, soit 96% des recettes totales. En dépenses totales, nous aurons 41 897 et il s'en dégagera un déficit budgétaire de 7 124 milliards, soit 2,8% du PIB. Dans son discours d'ouverture de la session budgétaire 2025, le président du CNT a d'abord loué les efforts du gouvernement dans l'approche de développement du pays.
Il a par ailleurs exhorté chacun à un sursaut patriotique pour doter le gouvernement d'un budget pour faire face aux besoins pressants de l'heure. L'avenir de la Guinée ne se construira sur des promesses, mais sur des actions concrètes et mesurables. Le projet de loi de finances initiale 2025 est une occasion pour nous de démontrer notre engagement envers le progrès, l'équité et la prospérité, conformément à la vision du CNRD et de ce plan. L'expérience montre que la transparence, le contrôle parlementaire permanent, la budgétisation inclusive et participative, l'exhaustivité des informations budgétaires publiées contribuent de manière importante à de meilleurs résultats en matière de développement. L'expérience du débat d'orientation budgétaire de ces 3 dernières années a mis en lumière qu'en fournissant des détails sur les programmes, sur les données non financières, sur l'objectif de performance de l'exécution du budget et les informations associant les objectifs de la politique aux dépenses budgétisées, les citoyens peuvent avoir connaissance de la vérification et du suivi des objectifs de développement, des allocations, des dépenses et des résultats conséquents. Notre action en tant que membre de l'organe parlementaire est de veiller, en plus de la fourniture par le gouvernement des données plus ouvertes, à ce que l'intégration du développement durable à la gestion des affaires publiques devienne une nécessité impérieuse, non seulement pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux contemporains, mais également pour assurer la pérennité et la rentabilité des plans et programmes à long terme. Les travaux de la LF poursuivent dans les travaux en commission et en intercommission. Je le disais en titre, une délégation du groupe de la Banque islamique de développement, BID, est dans nos murs à Conakry. C'est dans le cadre de la programmation de la stratégie de partenariat des pays membres pour la Guinée, alignée sur la période 2024-2027 sous la coordination du ministère du Plan et de la coopération internationale. La mission a identifié des projets publics et privés prioritaires et les besoins de développement de la Guinée. N'est-ce pas, Tabansila? On t'écoute. À Conakry, la programmation de la stratégie de partenariat des pays membres pour la Guinée 2024-2027 est officiellement lancée. La démarche justifie la présence de cette mission de la Banque islamique de développement. Pendant plusieurs jours de travail, il s'agira d'identifier les projets publics et privés prioritaires alignés sur les aspirations stratégiques et les besoins de développement pour la Guinée. Depuis 2019, le portefeuille de la BID en Guinée connaît une nette amélioration en matière d'engagement. À date, le montant total des engagements des projets de programmes actifs est estimé à 1,145 milliard de dollars contre 261 millions de dollars en mars 2019. Quelle performance! Soit une progression de 340%, le taux global moyen de décaissement qui tourne autour de 45%. Place le portefeuille de la BID en volume et en taux de décaissement en tête de liste des différents partenaires qui accompagnent la République de Guinée. Après le ministère du Plan, la mission est reçue au MEF, ministère de l'Économie et des Finances. Ici, le chef de département souligne l'engagement constant de la BID dans la mobilisation des fonds en faveur des projets de développement pour la Guinée. Il est important de rappeler que depuis l'avènement du CNRD, le 5 septembre 2021, la Banque islamique de développement s'est montrée solidaire auprès du gouvernement guinéen en poursuivant le financement des opérations de développement en faveur de notre pays. Depuis cette date, le niveau de décaissement, vous l'avez mentionné, s'est nettement amélioré, en passant de 38% à plus de 44%. Et cette performance est la preuve éloquente de la qualité de notre coopération. Le succès de cette mission repose sur notre capacité collective à relever certains défis, notamment la clôture de projets anciens, la simplification des procédures de décaissement et l'amélioration de la coordination entre les parties prenantes seront des étapes importantes et essentielles pour libérer le potentiel de cette stratégie.
Pendant son séjour de travail à Conakry, la mission de la BID aura un tête-à-tête avec plusieurs départements ministériels ayant bénéficié de ces financements. Pendant ce temps, lancement à Kindia des opérations de formation des magistrats devant conduire à la tenue des audiences foraines. C'est une idée du gouvernement exécutée par les ministres de la Justice, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les travaux vont durer un mois. Le point avec Amadou Touré et Abdul Razak Souma. C'est en compagnie du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, que le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a été reçu ici à Kindia dans le cadre du lancement de la formation des magistrats et coordinateurs du PNR avec en amont du démarrage des audiences foraines pour la régularisation des citoyens sans acte d'état civil. La formation que les magistrats vont suivre est une formation transcendantale. Elle permettra à la fois aux magistrats, aux greffiers, aux officiers de l'état civil de suivre ensemble cette formation parce que ces entités-là sont réellement les soldats qui vont défendre cette vision du président de la République. Cette opération lancée ce jour s'étendra jusqu'au 13 janvier 2025. Elle vise la normalisation des citoyens sans acte de naissance âgés de 10 ans et plus dans le but de constituer le registre national de l'état civil, le registre national des personnes physiques et le fichier électoral. Les audiences foraines concernent exclusivement les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus qui n'ont pas d'acte de naissance. Mais il faut noter également que les étrangers vivant sur le territoire national ne sont pas concernés par cette première étape. Suite à cette opération, tous les citoyens détenteurs d'un acte ou extrait de naissance passeront devant les machines pour la collecte des empreintes, la photo et l'iris, ce qui aboutira à la constitution des listes électorales et à l'organisation du scrutin référendaire. Et puis au ministère de l'enseignement technique, les autorités déploient des efforts pour rehausser les standards dans la formation au niveau des aînés à Kindia, Mamou et Kankan. Des formateurs de toutes les 10 aînés ont été regroupés pour harmoniser les approches pédagogiques. La Direction nationale de la formation et du perfectionnement du personnel enseignant conduit cette activité, nous dit Kerno Ousmane Diallo. On l'écoute. Dans le système éducatif, les ENI, écoles normales d'instituteurs, jouent un rôle crucial. C'est à ce niveau que sont formés les futurs enseignants des écoles primaires devant encadrer des milliers d'élèves. Depuis l'arrivée du CNRD, des réformes ont été opérées pour valoriser ces écoles dans l'optique de rehausser la formation à l'école primaire. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi entreprend ainsi un programme spécial pour moderniser les approches pédagogiques dans la formation des futurs enseignants du primaire. Cette activité s'inscrit dans notre plan d'action, dans le plan d'action de la Direction nationale de la formation et du perfectionnement des personnels enseignants, et vise à capitaliser, à généraliser des approches pédagogiques innovantes qu'on a initiées, qu'on a implémentées avec l'appui technique et financier de notre partenaire allemand, la GIZ. Ça va améliorer les pratiques d'enseignement et ça va permettre aux formateurs de suivre les mêmes démarches pédagogiques et ça va améliorer les qualités de l'enseignement et les résultats d'avoir la qualité, puisque actuellement ce qu'on vise c'est la qualité. Les approches innovantes, fières pour tous, Fit for School, exposés thématiques et sciences standardisées de feedback ont déjà été expérimentées dans 5 ENI. À présent, il est question d'intégrer ces approches dans toutes les 10 ENI du pays avec des attentes clairement définies. Il s'agit en fait de la mise à disposition d'outils méthodologiques variés et pertinents pour de meilleures pratiques de classe. Il s'agit aussi de l'amélioration des résultats scolaires en calcul et en français notamment. Un changement de comportement sur le plan de la santé et de l'hygiène en milieu scolaire et parascolaire. À Kindia, Mamou et à Kankan, près de 150 formateurs venus des 10 ENI du pays bénéficient de ce programme.
Je le disais également en titre, pour clôturer les 16 jours d'activisme contre les VBG, un cadre d'échange est organisé pour impulser un paradigme chez la jeune génération. Pour l'occasion, un roman est présenté au public. C'est l'œuvre d'une jeune autrice qui compte, à travers ce livre, jouer sa partition dans la lutte contre les violences faites aux femmes. N'est-ce pas, Mariam Kamara? On t'écoute. Faite en 2 temps, cette rencontre a connu pour sa première phase une rencontre sur l'état des lieux des violences basées sur le genre en Guinée, animée par des panélistes composés de différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de lutte contre les VBG. Ensuite, un roman a été présenté au public, une œuvre qui vient garnir les rayons des livres dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Son livre contient la vie de toutes les femmes, parce que ça relate les faits que la plupart des femmes, pourquoi pas toutes les femmes ont vécu d'une manière ou d'une autre, parce qu'on dit qu'une femme sur 3 est victime de violences basées sur le genre, et par jour. Et à chaque 10 minutes, il y a une femme qui meurt dans le monde entier suite au VBG. Donc c'est ce qu'il a retracé ici. Je ne connaissais pas beaucoup de choses par rapport aux violences basées sur le genre. Maintenant, je pense que je suis à disposition de prendre des mesures et d'être un acteur majeur pour freiner ces violences basées sur le genre. Silence pluriel, un roman de 69 pages, a pris plus de 3 ans à son autrice. Julie Noailles revient sur les sources de son inspiration. Ce roman, je l'ai écrit après être passé par les cas de violences basées sur le genre. Je l'ai rédigé vraiment comme pour briser le silence et aussi inspirer d'autres femmes à briser le silence et à se sentir valorisées, à ne pas se sentir honteuse d'être violentée, mais à être des actrices de la non-violence. L'idée est de provoquer un changement de paradigme chez les lecteurs. Un roman inspiré des faits réels qui se veut être une réponse aux violences basées sur le genre à travers des histoires touchantes qui relatent la mésaventure de plusieurs victimes. Et puis l'humanité a célébré ce 9 décembre la journée internationale de lutte contre la corruption. En Guinée, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance s'est rendue à l'intérieur du pays pour mieux expliquer les conséquences de ce fléau sur l'économie du pays. Le secteur de la santé est la principale cible. Voyons l'étape de Kankan avec Bakari Bambakondi. Tout le 9 décembre, l'humanité célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption sur initiative de l'Organisation des Nations Unies. En Guinée, la fête est délocalisée dans la région de Kankan. Il s'agit pour le secrétariat exécutif de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance d'être en contact direct avec les services concentrés et décentralisés de l'État pour leur expliquer les impacts négatifs de ce fléau sur l'économie et l'émergence du pays autour du thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». C'est l'occasion pour nous de nous adresser à tous les corps de métier, à toutes les structures, à toutes les couches de la population sur les dangers et méfaits que représente la corruption. Le président de la République du général Mamadi Doumbia en a pris conscience et a fait vraiment de cette lutte un maillon fort de sa gouvernance. C'est pourquoi il nous a confié la tâche de nous engager résolument dans son éradication. En 2024, le secteur de la santé est au centre de la célébration. Avec le corps médical, l'ANLC compte renforcer la sensibilisation sur les différentes manifestations de la corruption et les pratiques assimilées. La santé est concernée cette année, ça ne veut pas dire que la santé est le secteur le plus corrompu parmi tous les secteurs. Non, c'est un choix porté sur ce secteur pour plus d'action, pour plus de résultats dans la sensibilisation du personnel face à la corruption qui gangrène notre cher État. Le renforcement des cours d'instruction civique dans le système éducatif, une autre approche de l'ANLC pour mettre la jeunesse dans l'esprit du patriotisme, l'une des voies sûres d'éradication de la corruption. Nous savons tous que la corruption existe, mais avec l'avènement du CNRD, je ne dis pas que ça va finir, mais ça va beaucoup réduire. Parce que le président, dans son discours de fin d'année, a répété le mot là, une fois, pour prouver aux gens qu'il tient
que la corruption cesse à Guinée. Cette année, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance a consacré toute une semaine pour la sensibilisation, une manière de privilégier la prévention pour une administration dépourvue de toute corruption. Je le disais enfin en titre, depuis plusieurs semaines, plus de 50 jeunes passionnés du graffiti renforcent leurs connaissances sur les techniques de cet art urbain. La formation est financée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel grâce à l'appui technique et institutionnel du ministère de l'Enseignement technique. Objectif affiché est de renforcer leur créativité en vue de leur rendre autonome financièrement. N'est-ce pas, Moussa Komara? On t'écoute. Une cinquantaine de jeunes passionnés de l'art urbain. Tous gratuitement, ils apprennent les techniques et les styles de graffiti, ainsi que l'harmonie des couleurs et la manipulation des pinceaux. On essaye de faire la formation pour des jeunes, pour les permettre de connaître c'est quoi les bases du graffiti, c'est quoi le graffiti et comment est-ce qu'un artiste peut vivre avec le graffiti. Cette formation est à la fois théorique et pratique. Sur ces murs, ces artistes graffeurs donnent vie à leur création. Pour Fatima, c'est la première fois qu'elle peint sur un mur et découvre le goût de l'entrepreneuriat culturel. Aujourd'hui, je peux faire la différence des couleurs et aussi, je peux aussi faire la différence entre les couleurs et aussi mélanger les couleurs et faire quelques dessins par la nature. Le graffiti est une passion pour certains et un moyen d'expression pour d'autres. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi assure le financement à travers l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, résolument engagé à faire des jeunes des leviers de développement. On a scellé un mariage entre l'ONFP et la commune de Ratoma pour perfectionner 1000 jeunes à Ratoma. Donc l'ONFP est là pour les accompagner, pour les coacher, jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Nous sommes très heureux de voir le produit de ces jeunes que vous trouvez derrière nous. Cette production-là ne pouvait pas se faire sans qu'ils bénéficient de cet accompagnement. L'objectif pour les initiateurs, c'est de former des jeunes professionnels pour qu'ils soient utiles à la société et d'aider les gens à prendre conscience de leur époque. De graffiti à la vente privée, saison festive qui vient de se tenir à Conakry. Elle est organisée par une styliste guinéenne qui apporte de l'innovation dans l'industrie de la mode en Guinée. Une exposition pour maintenir la passerelle entre les acteurs du secteur et les consommateurs. C'est un compte rendu de Mikini Moussa Kamara que je vous demande de suivre. L'affluence des visiteurs est perceptible. C'est en marge du lancement des activités de la première édition de vente privée saison festive, un espace culturel et touristique pour mieux rapprocher les créateurs de mode guinéen des consommateurs. Encore réduire nos prix et vraiment permettre aux gens d'acheter la qualité à petit prix, parce que moi j'aime pas forcément que quand on dit qualité ce soit excessivement cher, d'où vraiment j'essaie de faire en sorte que mes prix soient bas, donc oui peut-être juste ça, donc faire en sorte que voilà, on réussisse à avoir des matières premières de bonne qualité encore moins chères, donc c'est sponsoriser les petits commerçants ici avec qui nous on prend les tissus, comme ça on pourra permettre aux clients aussi d'acheter à petit prix. Bah, bien sûr, déjà l'idée c'est que les Guinéens portent du Made in Guinée et ensuite ce serait bien que le monde porte du Made in Guinée, comme aujourd'hui ici, comme vous avez dit, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs nationalités qui sont représentées, donc c'est bien, ça veut dire que ça touche, ça veut dire que c'est on n'aime pas. Ce qui fait plaisir, c'est surtout de mettre à l'avant le talent d'une jeune fille qui a commencé depuis toute petite, parce que moi depuis que je la connais, ça fait 10 ans et plus d'ailleurs, et elle a toujours été dans la mode. Un défilé de mode est organisé pour montrer le savoir-faire des stylistes au public. La particularité est que voilà, tu peux venir faire des achats et tout, et puis trouver des vêtements
à moins de 200 000, à moins de 300 000, des tissus vraiment de qualité et vraiment extraordinaires. Voilà, c'est une grande particularité que je peux souligner. De continuer à consommer guinéen. Les tissus guinéens, c'est des tissus qui sont fabriqués chez nous et il n'y a pas de mieux qu'à consommer. Divers produits du textile guinéen et d'ailleurs sont exposés pour promouvoir la diplomatie culturelle dans le secteur de la mode. Une belle initiative. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation Mounir Bari sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous à 2h, Inch'Allah. Restez avec nous. L'information continue sur la télévision nationale. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.